La paix a été, une première fois menacée parce qu'il y avait des patriotes qui ont pris les armes pour qu'on obtienne l'indépendance. Et il y a eu l'opération de pacification, c'est-à-dire qu'on a démoli tous ces patriotes-là. On les a jetés dans le chômage, d'autres sont allés en exil, etc. La paix est menacée quand il n'y a pas les droits fondamentaux. Quand le gouvernement dit qu'il y a des anti-sardinats qui sont allés faire le trouble, oui, mais est-ce que les institutions du pays sont basées en Suisse? Non. Les institutions du pays sont à Yaoundé. Or, quand on refuse toute expression qui est en principe consacrée par la Constitution, qu'on vous interdit de marcher, vous interdit de faire des réunions, vous pouvez vouloir faire une réunion, même dans une chambre, on vient interdire la réunion. Donc, on brandit la répression des libertés. Et dans cette répression des libertés, ce qui va arriver, c'est que les gens vont vouloir prendre d'autres chemins. Cette fois-ci, les jeunes de la NOZO, des deux provinces, ont décidé de prendre les armes. Ce qui ne nous était plus arrivé depuis des années d'indépendance, de lutte pour l'indépendance. On n'a plus pris les armes. Mais les jeunes ont dit, puisque vous n'entendez que le bruit des armes, vous êtes en train de vous battre à Boko Haram en haut, nous aussi, on va lancer notre lutte ici. C'est tout. Donc la menace de la paix, les injustices sociales qui sont criantes, les injustices sociales, quand vous vous rendez compte que tous les ministres donnent une liste de reçus à l'ENAM, par exemple, les inégalités sociales sont criantes. Il y a des gens qui peuvent avoir du travail facilement et d'autres non. Bon, ils vont passer par Internet et s'ils ont la chance, ils vont trouver. Mais les autres, c'est acquis. Donc les injustices sociales sont un terreau de violence. Et il y en a beaucoup chez nous. Ça peut arriver à tout moment. Donc, c'est quand on crée ces inégalités-là, quand on plonge une immense majorité de notre pays dans la misère, le désœuvrement, l'enclavement, que des choses peuvent arriver. Et ça, il y en aura de plus en plus parce que les gens sont fatigués. Et je crois que les gouvernants eux-mêmes savent que les gens sont fatigués. La preuve, quand les élites sont venues, les jeunes du Dja et Lobon ont dit foutez-nous la paix, vous venez tout le temps, nous sommes dans la misère, comme Atanga Dia fait, bon, prends 2000 francs, va donner à manger aux enfants, c'est pas ça qu'on demande. On demande un développement harmonieux de notre pays, que chacun où il est puisse trouver un travail décent. On demande qu'on désenclave le pays. On ne peut pas ne pas construire les routes, enfermer les enfants dans la forêt, où d'autres vont boire le harki, l'alcool local, etc. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est un suicide auquel on pousse notre jeunesse. Et ça, toutes ces choses-là, c'est l'État qui peut le voir, et en premier lieu, le chef de l'État. Donc je ne peux pas vous dire ce qui peut nous arriver à un moment ou à un autre. Les germes de la violence sont là. Et quand les germes de la violence sont là, tout peut arriver. Non. Le premier des combats, c'est que Biya a été obligé de faire la démocratie. Pourtant, il nous a conduits au tribunal militaire en 1990. Mais avant le tribunal militaire, beaucoup de nos camarades ont été en prison. Beaucoup. Ce n'est pas connu parce qu'on n'en parle pas. Parce que pour nous, les UPCistes,
le combat conduisait aussi à la prison ou à l'exil. Bon, voilà, donc la démocratie est arrivée, mais il n'y a pas de démocratie. Pourquoi? On s'est battu, on voulait la conférence nationale pour poser les piliers de notre démocratie. Le président l'a refusé. Mais comme il était obligé d'aller au palais de Chaillot où se tenait un sommet de la francophonie, Mitterrand lui a demandé de faire quand même quelque chose, puisque par ailleurs on a fait les conférences nationales. Et il a bricolé donc la tripartite en 2 semaines, et il a pris l'avion pour aller à Paris, pour aller à ce fameux sommet où il était menacé de ne pas être invité. Voilà pourquoi on a eu la tripartite. Maintenant, quand on arrive aux élections, les élections sont un raz-de-marée pour l'opposition. D'abord le 1er mars, et ensuite le 11 octobre, quand Biya est battu par le candidat de l'Union pour le changement. Et il va faire pareil. Peut-être pour Camp encore, il avait tout le soutien de Mitterrand, parce que Mitterrand a dit un anglophone au Cameroun jamais. Allez-y pour la répression, je vous soutiens. Donc, on a mis Frundi, résident surveillé. On a placé Bamenda, état d'urgence, des camions de militaires. Donc voilà comment le gars s'est réveillé en disant que si je continue comme ça, les gars là vont me balayer. Et encore, pour l'élection présidentielle, il a dû demander à Bello Bouba de lui donner ses voix. Mais dans l'énoncé de tous ceux qui ont suivi les élections, Frundi arrivait en premier lieu, et second c'était Bello Bouba, troisième Paul Biya. Voilà. Donc depuis alors, il a compris que bon, ici maintenant, je sors la machette, il n'y aura plus d'élections libres ici. Et c'est comme ça que notre démocratie fonctionne. On a fait une journée, le jour où on a fait la session des libertés. C'était vraiment la joie. C'était le 19 décembre 90. C'est le jour où on a voté les lois qui allaient encadrer notre démocratie, liberté d'expression et tout ça. Mais après, Biya a commencé à visser, on a commencé à faire des petites lois scélérates et tout. Les sous-préfets sont devenus des gros patrons. Alors que, quand vous avez dit dans une constitution que vous allez respecter les libertés qui sont prescrites dans le préambule de la Constitution, alors, le président, la Constitution dit on est très attaché aux libertés prévues par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais en réalité, on ne les respecte pas. Parce que si on les respecte, les Camerounais ne sont pas fous. On fait de la politique depuis plus d'un siècle. Les Camerounais ont commencé à envoyer des pétitions un peu partout. Donc on a une culture politique qui existe, elle est là. Même quand on voit qu'on est un peu fou, on ne s'intéresse à rien. On a vu ça en 91. Quand les Camerounais se sont levés, il ne fallait pas les toucher. On a dû sortir les armes, commencer à battre les enfants au carrefour. Voilà. Donc la démocratie n'est pas là. La Constitution même est truffée des nœuds qui font que le président de la République concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Vous avez vu, c'est lui qui dit que bon, libérez Kamto. C'est lui qui dit que rendez le passeport à Lungé. C'est lui qui... Bref. Et ce qui est dangereux, et je tiens à le dire, ce qui est dangereux, c'est que même les professeurs d'université, les professeurs de droit, les professeurs de sciences politiques, mais ils sont à genoux
devant la situation où on n'a pas de démocratie. Je vous donne un exemple. J'ai bataillé tous les jours quand je passais à la télé, je disais il faut libérer Kamto. Je disais qu'il faut libérer Kamto. Pourquoi? Parce que rien ne disait à Paul Biya arrêter Kamto, parce que Kamto a protesté. Il est un homme politique, il a le droit de protester. Et jusqu'à dire qu'on va le conduire au tribunal. Et qu'est-ce qui se passe? Les professeurs, tous les jours, sur les plateaux, racontent comment Kamto a violé les lois, Kamto a fait quoi? Vous imaginez que votre collègue est dans la fosse aux lions. Mais les lions, ce sont ses collègues qui tous les jours disent que Kamto a violé ceci. Kamto n'a rien violé du tout. Nous sommes dans une démocratie. Si Kamto se sent lésé, il a le droit de parler. Il sait qu'il va parler, mais il ne peut pas descendre Biya de là où il est. Biya il y a le BIR, il y a la garde présidentielle, il est entouré des fusils. Tu ne peux pas. Voilà. Donc il n'y a pas de démocratie et il faut déverrouiller cette démocratie-là où on vote des lois scélérates dans l'ombre qu'on vient opposer à un citoyen. On lui dit, ah vous avez oublié, il y a une loi qui a été votée en 97 sur les marches. Tu dis que mais la loi là sort d'où? On nous a dit qu'on est libre. Qui est allé fabriquer des lois? Et ça c'était une spécialité des dictatures. Comme Hitler, il a d'abord fabriqué beaucoup de lois contre les juifs. Quand il les a bien encerclés, il a commencé à les prendre pour aller les mettre dans les fours. Voilà. Et toutes les dictatures fabriquent les lois tout le temps. Tout le temps. Vous arrivez à un tribunal, c'est même là que vous apprenez qu'il y a encore des lois que vous ne connaissiez pas, mais qui existent. Qui sont toutes ces lois-là? Quand on les fabrique, ce sont des lois liberticides et elles sont là pour que vous ne puissiez pas exercer vos droits civiques dans leur ensemble. Notre profession est victime de la précarité. Et ça, c'est la première difficulté que nous avons. Parce qu'on n'arrive pas à payer correctement les journalistes. D'une part. D'autre part, la manne qu'on donne aux organes de presse est ridicule. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, on peut donner 80 millions, 100 millions à un organe de presse pour l'année. On ne vient pas vous le donner en main. On vous dit, bon, monsieur le directeur, donnez-nous le compte de votre journal et on vous verse ça là-bas. C'est-à-dire que les journalistes ont de l'argent, ils sont capables, même par le biais du patron, d'obtenir des crédits pour qu'ils s'achètent des voitures. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2000 pour la première fois. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis allé voir les organes de presse. Mais chaque journaliste avait sa voiture, avait son laptop et était bien logé. Ici, il y a des journalistes qui habitent derrière village. Hein? Un de nos collègues, en rentrant à 2 h du matin, il s'est fait agresser. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit que quand je prends la moto, je m'enfonce dans le village, à peu près 1 kilomètre, et puis maintenant je commence à descendre à pied. Donc, tu peux être arrêté, tu peux être agressé à tout moment. Donc la précarité joue beaucoup contre nous. Mais ce n'est pas l'amour du métier que les gens restent dans la presse. Parce que c'est excitant
d'avoir accueilli l'information, à la commenter, à l'enrichir, à faire des enquêtes. En fait, c'est un métier très passionnant. Et ce métier-là, nous partageons l'amour de ce métier-là. Et la Friedrich Ebert, elle a tellement compris cette affaire de notre métier qu'il a demandé qu'on forme les journalistes qui n'ont pas été à l'école de journalisme. Et il a payé des professeurs, comme les Tata Menta, les Boyo Mwasala, pour former les journalistes qui sont entrés dans la profession sur le tas. Donc notre profession est passionnante, mais le cancer qui ronge notre profession, c'est la précarité. Et je préfère m'en tenir là, on pourra développer, mais la principale source, c'est la précarité. Et l'État ne fait rien pour que les organes de presse aient un confort. Alors souvent, ils nous jettent à la figure que vous êtes des mendiants, vous êtes amateurs de gombo, vous êtes... Mais oui, quand par exemple, un directeur de publication, ça m'est arrivé, il te dit va couvrir le congrès du SDF. Et bon, il te dit, bon, je te donne un peu pour arriver là-bas, mais je sais que tu as des amis là-bas qui te prendront en charge. Bon, et tu veux que moi, celui qui me demande que lui aussi veut faire une interview dans ton journal, même s'il ne rien, bon, mais tu es obligé de lui faire un petit truc pour... C'est-à-dire qu'on est dans un état tellement précaire que notre profession en souffre énormément. Et l'État ne fait rien. Attendez, quand on donne à un journal, un quotidien, 4 millions ou 2 millions pour l'année. Quand j'avais mon journal, par semaine, je donnais 334 000 pour l'impression. Alors, on va donner à un quotidien 2 millions ou 3 millions, 4 millions. C'est pour faire quoi? C'est pour se moquer de lui, évidemment. Le directeur va empocher. Il sait qu'il sort plus que 5 millions chaque semaine pour faire son journal. Voilà les réalités auxquelles nous sommes confrontés tous les jours.